Le libre journal des amitiés françaises, dirigé par Thierry Delcourt. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Radio Courtoisie. Je cède la technique à Sandrine. Il est 18h. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des amitiés françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct dimanche 23 juillet 2017 de 18h à 21h et réalisé par Sandrine. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver en direct en ce dimanche soir. En première partie d'émission, nous évoquons la mémoire d'un soldat de l'Empire, du Premier Empire, au destin particulièrement magnifique. En deuxième partie d'émission, à 19h30, nous recevons André Perrin, écrivain et philosophe, à l'occasion de la parution de son livre « Scènes de la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre le débat » aux éditions de l'Artilleur. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, Honoré de Balzac indique, lors de la description de Rastignac, l'un des héros de son ouvrage « Le Père Goriot », que parmi les qualités de Rastignac se trouvait cette vivacité méridionale qui fait marcher droit à la difficulté pour la résoudre et qui ne permet pas à un homme d'Outre-Loire de rester dans une incertitude quelconque. Qualité que les gens du Nord nomment un défaut. Pour eux, si ce fut l'origine de la fortune de Murat, ce fut aussi la cause de sa mort. Honoré de Balzac fait aussi référence au goût du luxe de Murat dans son livre « La paix du ménage ». Murat, homme tout oriental, donna l'exemple d'un luxe absurde chez les militaires modernes. Et encore Balzac qui fait référence à son grand courage dans le colonel Chabert, où Hyacinthe Chabert décrit la formidable charge de Murat à Eylau. Vous avez compris, chers auditeurs, que notre première partie d'émission ce soir est consacrée au maréchal Murat, au prince Murat, maréchal d'Empire, l'un des tout premiers, réputé avant tout pour sa bravoure et son élégance. Sa seule valeur personnelle et bien entendu les circonstances de la Révolution et de l'Empire ont conduit le maréchal Murat au premier rôle militaire et politique de cette période. Militaire, car il commande pendant tout l'Empire la cavalerie de l'empereur. Sauf, et sans doute pour le malheur lui-même de Napoléon, il ne la commande pas, cette cavalerie à Waterloo. Tout premier rôle politique, car il fut aussi un roi de Naples apprécié, voire visionnaire, car tenté par l'unité italienne, ce qui causera sa perte. Mais comme tout homme, comme tout grand homme, des interrogations demeurent sur certaines actions ou certaines décisions. Ainsi, de ces négociations ou alliances avec l'Autriche et l'Angleterre en 1814 pour sauver son trône de la débâcle impériale. Ce soir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour nous parler de Murat, du prince Murat, de ce fils d'aubergiste devenu roi de la guerre et roi de Naples, de ce soldat extraordinaire au costume non moins extraordinaire, j'ai le grand plaisir, mais aussi de recevoir le prince Joachim Murat.
Alors Prince, bonsoir. Bonsoir Thierry Delcourt. C'est vraiment un grand honneur de vous recevoir. Boulevard Murat, d'ailleurs. C'est une coïncidence sympathique de recevoir en direct à ce micro pour nous parler de votre très prestigieuse aïeule. Pour mieux vous présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous avez jusqu'ici, car vous êtes jeune, une carrière de dirigeant, principalement dans le domaine international, dans de grands groupes industriels. Mais il y a deux particularités assez originales dans votre parcours, Prince. Si vous me permettez de les préciser aux auditeurs. Et c'est peu banal pour un prince. Vous avez été 5 ans chef de piste au cirque Bouglione. Absolument. Et puis aussi, vous êtes officier de réserve, vous avez été parachutiste, vous avez fait votre service militaire dans les parachutistes, et vous avez servi dans l'armée au titre de la réserve, mais pendant longtemps, puisque vous avez été pendant 1 an au Kosovo. Alors j'ai été 5 mois au Kosovo pour être 5 mois, pardon. Mais effectivement, c'était 5 mois qui ont beaucoup compté puisque j'ai eu l'immense honneur de servir pour le premier PAIMA dans un détachement de force spéciale où j'ai rencontré des gens absolument merveilleux avec qui j'ai gardé contact et que je salue s'ils sont à l'antenne. Murat, oui, c'est les superlatifs, absolument, c'est les superlatifs. Ce ne sont que des superlatifs. C'est un petit peu comme le cirque. Le cirque, on pourra y revenir après si vous voulez. Je vous expliquerai un petit peu d'où est venue cette activité dans le cirque avec mes merveilleux amis Bouglione des Bougliones du cirque d'hiver. Alors Murat, ce ne sont que des superlatifs. Murat, c'est le rêve américain sous stéroïdes. C'est-à-dire que vous avez 2 personnages dans l'Empire qui sont absolument ahurissants, qui sortent vraiment du lot. C'est bien sûr l'empereur. Évidemment, l'empereur, lui qui a fabriqué l'Empire, et Murat. La grande différence entre les deux, c'est qu'on peut s'identifier à Murat, on ne peut pas s'identifier à l'empereur. C'est pas sérieux. Quand vous commencez à vous identifier à l'empereur, on vous met immédiatement sous thorazine à haute dose et on vous traite de fou. Vous pouvez vous identifier à Murat. Pardonnez-moi, Prince, s'identifier à Murat, nous allons parcourir sa vie, c'est une vie extraordinaire. S'identifier à Murat, je pense que il faut d'abord que les circonstances vous permettent d'avoir un rôle qui lui ressemble, et puis il a des qualités de chef de guerre, un charisme éblouissant. Donc s'identifier à Murat, certes. Non, mais vous citiez par exemple la Rastignac, ce qui est pas forcément le parallèle que j'aurais fait en premier, mais que fait Balzac. Et effectivement, c'est vrai qu'avec beaucoup de courage physique, un sens de l'histoire, une capacité à saisir les opportunités et une véritable intelligence, vous aviez, en tous les cas, dans la France de la Révolution et de l'Empire, et aujourd'hui sous la République, possibilité de vous développer. Regardez, en ce moment, dans l'actualité, on a quand même un exemple flamboyant. Donc Murat, effectivement, oui, le rêve américain sous stéroïdes. L'incroyable histoire de Murat, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il naît quand même d'une famille extrêmement modeste. Et alors, il faut bien réaliser qu'il naît le 25 mars 1767. On est en 1767. Il est le 11e et dernier enfant de Jeanne Loubière, qui, figurez-vous, accouche de son fils à l'âge de 46 ans. Et à 46 ans, elle accouche d'un mélange entre Sébastien Chabal et Brad Pitt. Donc, on est quand même face à des caractères très très vaillants. Alors effectivement, là, on commençait un petit peu sur les histoires de choix qui sont un petit peu discutées dans l'histoire par Murat. Alors je voulais faire un parallèle assez amusant et quelque chose que je trouve assez piquant. Il y a 2 personnages qui dont pour moi la postérité a été traitée avec, je dirais, une très lourde injustice. Murat, évidemment, et Napoléon III. Et à mon avis, pour les mêmes raisons. Enfin, en tous les cas, sur les mêmes méthodes. Tout simplement, vous avez deux axes qui vont s'articuler pour salir la mémoire de Napoléon III et la mémoire de Murat. C'est un changement de régime d'abord. Donc, dans le cas de Napoléon III, on passe du Second Empire à la République. Dans le cas de Murat, on parle du Premier Empire, la Restauration, et des œuvres artistiques ensuite. Qui s'est chargé de salir la postérité de Napoléon III? C'est Victor Hugo. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un Victor Hugo qui s'attaque à votre postérité? Il va falloir des décennies pour vous en sortir, alors que Napoléon III était un empereur absolument extraordinaire. Tous les droits sociaux qu'on a aujourd'hui sous la République ont été créés sous le Second Empire. L'urbanisme, le droit de grève, l'école obligatoire et gratuite pour les enfants. On parle de Jules Ferry, on oublie complètement Victor Duruy. C'est formidable l'œuvre de Napoléon III. Sur Murat, effectivement, lui, alors c'est évidemment un changement de régime. Et pour ce qui est de l'œuvre artistique, il y en a 2 qui se sont attaqués à Murat. Vous avez évidemment le tableau de Goya, le Dos des Maillots.
fatalement, et le mémorial de Sainte-Hélène, qui est tout de même une œuvre, pour le coup, réellement artistique, puisque d'une part, elle est régulièrement comparée aux mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand en termes de qualité littéraire, et d'autre part, parce qu'en ce qui concerne Murat, ça tient beaucoup de la fiction. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a trois grands axes, trois grandes attaques dans le mémorial sur Murat. Il y a d'abord l'épisode espagnol, très malheureux. Il y a évidemment la retraite de Russie, et enfin la prétendue trahison de 1814. En fait, et là les historiens ont fait un travail absolument remarquable, à commencer par évidemment le professeur Jean Tullard, qui a fait un boulot formidable. Vous avez des historiens de synthèse, des historiens de documents. Les historiens de synthèse vont faire des synthèses de livres qui ont déjà été écrits et vont amener un nouvel axe, une nouvelle vue. L'historien de documents, lui, va dans le matériau brut, il va dans le document, il va sur les lieux, etc., etc. Tullard est évidemment un des plus brillants historiens de synthèse que nous ayons eu. Et alors, on a bénéficié d'une chance formidable. Il s'est beaucoup intéressé à Murat. Et qu'est-ce que découvre Tullard en analysant le mémorial et le traitement parfaitement injuste de la personnalité de Murat au travers du mémorial? Il se dit que c'est pas possible. Quand on voit le rôle de Murat dans le Premier Empire et à quel point les destins de Bonaparte, du premier consul, puis ensuite de l'empereur, et celui de Joachim, le général, le maréchal, puis le grand-duc de Berg, puis le roi de Naples sont liés, sont inextricablement liés. On dit c'est pas possible. Comment se fait-il qu'il soit si maltraité? Alors sur l'Espagne, pour commencer sur l'Espagne. Alors l'Espagne, vous savez, on fait le reproche. Il y a une lettre qui est reproduite dans le mémorial de Sainte-Hélène, qui fait le reproche à Murat de la part de Napoléon d'avoir provoqué en fait le désastre en traitant assez mal la population espagnole. Vous êtes en train de vous comporter comme un futur roi d'Espagne. Attendez, méfiez-vous, l'Espagne va se soulever si nous substituons un Français à un Bourbon, et soyez donc plus calme. C'est ça la lettre qui est retranscrite dans le mémorial attribué à l'empereur. Alors il s'avère que maintenant on sait de façon certaine que c'est un faux. C'est un faux total. C'est un faux qui a été rédigé, semble-t-il, par des bonapartistes bien après, pour essayer de nettoyer un petit peu la mémoire de l'empereur sur l'Espagne et de faire porter l'erreur à Murat. Le même Murat qui lui en fait écrivait à Napoléon, et ça pour le coup on a la lettre: je ne puis, sur l'Espagne toujours, je ne puis dissimuler à votre majesté toute ma douleur, je prévois que le sang peut couler et l'Europe ne manquera pas de dire que la France l'a ordonné. Donc là, c'est évidemment Murat qui a vu qu'il y avait un problème en Espagne et que le traitement du sujet espagnol était probablement pas le bon, et Napoléon n'a pas voulu écouter Murat parce que son droit le plus strict c'est l'empereur tout de même. Et là, donc, on a inversé les rôles, et donc on a reproché à Murat l'erreur de l'empereur. C'est exactement ce qui va se passer aussi pour la retraite de Russie. Pardon Thierry, vous vouliez... Je vous propose effectivement, vous avez très bien résumé les interrogations, puisqu'elles étaient dans notre introduction, les interrogations que l'on peut avoir pour Murat. Vous avez parlé du problème espagnol, la violence de la répression en Espagne, et puis l'accusation principale contre Murat, c'est la trahison. La trahison, c'est peut-être un très grand mot, sous ce traité qu'il a fait en 1814 avec l'Autriche et l'Angleterre contre la France, d'avoir pris les armes contre la France à ce moment-là. Ce que je vous propose, c'est que on aborde ces problèmes-là dans la chronologie. Absolument. Comme bien. Ça, on pourra bien que les auditeurs conservent en tête, en effet, ce personnage magnifique qui est Murat. Il y a ces questions, cette controverse que vous venez de rappeler sur son rôle en Espagne, sur ce traité, cet accord contre la France en 1814 avec l'Autriche et l'Angleterre. Le reste des reproches étant quand même un peu des peccadilles. On a reproché à Murat ses costumes, mais tout le monde sait que les cavaliers aiment avoir de magnifiques costumes. Ça fait partie de... Puis à l'époque, c'était pas le seul. Il y avait une compétition de costumes entre Murat et Lannes, notamment. Et également Jérôme Bonaparte, Jérôme, qui était le plus jeune frère de l'empereur, qui lui se costumait de façon tellement extravagante que quand il était roi de Westphalie, ses sujets l'appelaient le roi joyeux, Das Königs lustig. D'où l'introduction dans la langue française du mot quel sacré loustic. Ça vient de là. Donc vous voyez, c'était pas le seul. Et avant de reprendre la chronologie, vous avez abordé la naissance de Joachim Murat. Ses parents sont aubergistes, le dernier d'une famille de 11 enfants, arrivé tardivement dans une famille qui est
très pauvre. Vous êtes un descendant du prince Joachim Murat, en descendance directe. Absolument directe. Il y a combien de générations entre lui et vous? C'est la 7e génération. Alors je serai le 9e prince Murat, parce que l'actuel prince Murat c'est mon père, qui est le 8e prince Murat, qui nous écoute. Et moi je serai le 9e prince Murat, si Dieu me prenne vie. Pourquoi serais-je le 9e, et alors que c'est la 7e génération? Tout simplement parce qu'en fait Murat, qui était le premier, a eu un fils aîné, Achille, qui était le second, qui lui n'a pas eu de postérité, donc c'est passé au fils cadet Lucien, qui est le 3e, d'où descend toute la postérité des Murat. Et ce titre de prince Murat, donc se transmet, comment se transmet-il? De père en fils. C'est de père en fils. Par primogéniture par les mâles et par mariage religieux. Donc le prince, c'est celui qui peut porter le titre de prince, c'est l'aîné des descendants? C'est ça. Il est le seul dans la famille à pouvoir porter. Si on peut entrer dans cette discussion. Après, vous savez, ce sont des sujets de protocole, etc., etc. On est en République, je vous le dis très clairement. Vis-à-vis de la République, plus personne ne porte le titre de prince. C'est aussi simple que ça. Qui que ce soit, qui que ce soit. Donc, en revanche, sur le protocole de la famille Murat, le prince Murat est le seul à s'appeler le prince Murat, son Altesse royale. Impérial et royal, le prince Murat. Le fils, moi, je suis le prince de Pontécorvo, puisque l'héritier est le prince de Pontécorvo, et mes cousins sont le prince Pierre Murat, par exemple, le prince Alexandre Murat. On intercale le prénom. Bon, la différence, c'est que le chef de famille, le prénom n'est pas intercalé, il a le droit au prédicat. Le fils est le prince de Pontécorvo, et les autres sont princes. Pontécorvo, alors l'origine, l'origine de Pontécorvo, c'est une principauté du sud de l'Italie qui a été donnée par l'empereur Napoléon Ier, qui était un titre de Bernadotte, qui a été prise à Bernadotte et donnée au fils aîné de Murat pour marquer la différence, puisque Murat était famille souveraine, donc voilà. Et d'ailleurs, les Bernadotte portent encore parfois ce titre, alors qu'il a été pris par Napoléon Ier et donné au fils aîné. Et vous ne protestez pas? Non, c'est une usurpation. Non, on n'en est pas là. Très bien, prince. Je vous propose que nous reprenions donc la vie de Joachim Murat, là où nous l'avons laissé, donc dans sa famille, parmi ses parents aubergistes, parmi ses nombreux frères et sœurs. Alors nous vous écoutons. Quelle est sa jeunesse? Quelle est son... Alors Murat, donc né à la Bastide Fortunière, qui viendra plus tard. La Bastide, ça se trouve à côté de Cahors, c'est dans le Quercy. Et c'est effectivement une famille d'extraction très simple, sont les tout petits notables avec une maison d'hôtes, donc on a dit que c'était des aubergistes. On peut considérer que ce sont les aubergistes, mais en fait en gros ils géraient les bénéfices des biens ecclésiastiques. Donc on a dit que c'était ceux du prince de Talent-Périgord. On n'a absolument pas la preuve, c'est peut-être le cas, mais on sait pas. Murat lui va faire son collège à Cahors, au collège Saint-Michel, puis ensuite le séminaire de Toulouse. Donc en fait Murat est parfaitement lettré. Murat parle couramment grec et latin, et Murat est parfaitement lettré, ce qui va lui permettre de beaucoup se distinguer dans les régiments d'Ancien Régime, ce qui va lui permettre d'avoir une élévation plus rapide que ses petits camarades, mais une élévation bloquée. Donc quand il va rejoindre le 12e chasseur... Et il ne poursuit pas au séminaire. Il quitte le séminaire. Alors, en fait, il y a plusieurs versions là-dessus. Il y en a qui vont dire que c'est pour les questions d'argent, d'autres qui vont dire parce qu'il est séduit par les costumes. En fait, il semblerait, d'après, on sait pas vraiment, qu'il y a eu une altercation avec un élève et que il est préféré partir et que ça l'agaçait. Enfin, manifestement, il avait quand même compris au fond de lui que c'était pas fondamentalement sa vocation. Vous voyez, d'être prêtre. Oui, non, ça collait pas. En revanche, Murat a gardé une véritable patine spirituelle et une véritable patine catholique. Et alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il sera très utilisé par l'empereur lors des négociations pour le Concordat. Murat a joué un rôle diplomatique très important pour les négociations pour le Concordat, parce qu'il entretenait d'excellentes relations avec le pape. Parce que Murat, en tant qu'ancien séminariste, connaissait effectivement tous les codes de communication et s'entendait très très bien avec le pape. Donc Murat était utilisé dans ces négociations. Donc Murat quitte le séminaire, rejoint le 12e chasseur. Là, il brille d'abord par ses qualités et son énergie et ses qualités physiques, et aussi par ses qualités intellectuelles qui surpassent de très loin même certains officiers. Alors à mon avis, la raison pour laquelle il quitte le 12e chasseur, on ne sait pas vraiment non plus, mais c'est très probablement parce qu'il a été bloqué dans son ascension, parce qu'il n'était pas aristocrate. Donc de là, il retourne à la Bastide. Son père le reçoit très froidement. J'ai dit enfin, Joachim, c'est pas bien quoi. D'abord on t'envoie au séminaire, ensuite tu fais l'armée, bon admettons, et puis là maintenant tu reviens. Non, bon, je ne m'occuperai pas de toi, tu te débrouilles. Et donc là, il s'occupe d'une épicerie dans une ville du Lot, et en fait c'est très très bien, c'est une excellente occasion pour lui, parce que on est en plein bouillonnement intellectuel et en plein dans la période des salons.
des salons intellectuels et des salons de discussion. Et Murat va participer, le jeune Joachim va participer à beaucoup de discussions de salons. À l'époque, ce qu'on appelait les salons, c'était des réunions de pré-révolutionnaires qui discutaient énormément des nouvelles idées des Lumières. Donc il va beaucoup se développer là-dedans. Il va être très très identifié grâce à ça, parce qu'on va se rendre compte qu'il a un vrai tempérament de leader. C'est un véritable, c'est pour le coup quelqu'un qui porte la parole haut, fort et intelligemment. Et il va être évidemment remarqué par Cavagnac et envoyé notamment pour les États généraux. Il sera envoyé pour les États généraux, il me semble, si ma mémoire est bonne, avec Bessières, dont il restera d'ailleurs un très grand ami pendant très très longtemps. Donc il participe à l'aventure des États généraux. Là, il a cette première intuition. Il se rend compte qu'il y a un développement, enfin comme tout le monde, qu'il y a une appétence au peuple à être écouté, ce qui plus tard se développera dans ce qu'on appelle le principe des nations et des nationalités. C'est tout simplement les peuples veulent qu'on les écoute. Ils en ont assez d'une démarche trop autoritaire. Donc là, c'est évidemment patent dans le cas de la France. Et donc Murat va réintégrer un régiment, va se redévelopper. Et là, la révolution arrive, toute une série de péripéties. Murat brille, Murat devient assez rapidement capitaine, et par une série de hasards et de conjonctions, le 21 mai 1795, il se retrouve face au général Bonaparte, qui lui avait brillé sur le siège de Toulon, et se retrouve face au général Bonaparte pour mater une révolte royaliste. Et donc là, les destins de Bonaparte et de Murat vont être intimement liés à partir de cette journée du 13 Vendémiaire, puisque c'est le capitaine Murat, qui va aller récupérer les canons à la forteresse des Sablons. Aujourd'hui, c'est une station de métro, pas très loin d'ici. À l'époque, c'était la forteresse des Sablons, où il prend les canons avant les royalistes. D'ailleurs, il y a une échauffourée, ils se battent, etc. Il ramène les canons, et grâce à ça... Il y a une bagarre avec les royalistes pour prendre ces fameux canons qui étaient donc convoités. D'accord. Absolument. Et c'est lui qui les amène à Bonaparte. Donc il les amène à Bonaparte. Donc c'était à l'église Saint-Roch, je crois. C'est ça. Alors notamment à côté des Tuileries, en fait, c'était. Oui. Alors jusqu'à il y a pas très longtemps, on avait encore les impacts de cette mitraille sur l'église Saint-Roch, et finalement le ministère de la Culture a préféré les combler pour des questions esthétiques. Bon, allez savoir. Et donc voilà. Ensuite, à partir de là, si vous voulez, Murat et Bonaparte, leurs destins vont se lier. Alors pour cette raison-là, d'abord, parce qu'ils se sont rencontrés. Murat est évidemment tombé sous le charme de l'extraordinaire leadership de Napoléon Bonaparte. Et Bonaparte est complètement séduit par l'énergie et l'extraordinaire efficacité du Murat. Et en plus, il y a un phénomène qui les rapproche tous les deux, puisque ils ont tous les deux traversé un petit souci, c'est qu'ils étaient tous les deux fichés comme robespierristes. Ce qui à l'époque de la Révolution, quand Robespierre est évacué, pose un léger problème. Tous les deux réussissent à se sortir de ce mauvais pas avec une intelligence politique réelle, et ça les rapproche, ça leur fait un point commun. Donc à partir de là, Murat suivra Bonaparte évidemment dans la première campagne d'Italie, où il va beaucoup briller, mais il va briller moins que les grands généraux de l'époque, mais il est déjà extraordinaire. Quel rôle a-t-il à ce moment-là dans cette première campagne d'Italie? La cavalerie notamment, il était à l'Armandovie, il était à Borgetto, il a été assez exceptionnel sur plusieurs champs de bataille, au point que c'est à Murat que Bonaparte confie les drapeaux à ramener au directoire. Donc Murat ramène les drapeaux au directoire et repart avec le grade de général. Donc après s'ensuit la campagne d'Égypte, l'extraordinaire. En quelques mois, il passe de capitaine à général. Colonel à général, très rapidement. Oui, c'est Bonaparte qui le nomme général, ou non, c'est le directoire. C'est le directoire qui le nomme général. Il est nommé par le directoire. Pour le fait qu'il ait ramené les étendards. Ou pour toute son attitude durant la première campagne d'Italie. Comme on voit avec les étendards, et comme il arrive avec des états de service tout à fait exceptionnels, il est nommé général. Y a-t-il déjà des faits d'armes dont il est l'auteur durant cette première campagne d'Italie? Alors oui, sur la campagne d'Italie, oui, notamment à Borgetto, c'est ça, si je prononce bien, où il brille dans ses charges de cavalerie, à Mondovì, où il se distingue très largement. Donc c'est à plusieurs reprises que Murat en fait réussit à emporter la troupe derrière lui, des cavaliers derrière lui, et à enfoncer les carrés en face de façon parfaitement remarquable. Et surtout, celui-là, une fois de plus, je vous disais, c'était de la vitamine, Murat, et c'est vraiment de la vitamine pour les hommes. C'est-à-dire que et ça, Bonaparte le voit de plus en plus, que quand Murat est sur le champ de bataille, l'atmosphère change dans les troupes.
C'est-à-dire qu'il crée une atmosphère d'ultra combativité et une atmosphère extrêmement positive, ce qu'on voit dans les mémoires qui sont écrites. C'est une époque où beaucoup de gens écrivaient leurs mémoires, où le fait que Murat soit au milieu de ces hommes, ça change un petit peu la donne. Et ça va la changer de plus en plus. On va y revenir, ça va même devenir tout à fait déterminant sur un champ de bataille, la présence ou l'absence de Murat. Quel est en quelque sorte, je ne sais pas si le terme est très bien choisi pour expliquer ce charisme extraordinaire d'entraîneur d'hommes sur le champ de bataille. Ça, c'est quoi la recette? Ça vient de quoi? Qu'est-ce qui est particulier? Alors, c'est pas le seul. Joachim Murat. C'est pas le seul dans sa catégorie à l'époque, puisque on est quand même dans une période de l'histoire de France où les formidables meneurs d'hommes et les incroyables guerriers sont pléthores. C'est absolument extraordinaire. Donc on est quand même au milieu on a là les meilleurs guerriers de l'époque. Enfin les meilleurs guerriers de l'époque et de sans doute plusieurs époques cumulées. La grande différence, je dirais, pour Murat, c'est que Murat porte une attention particulière à ses hommes. Murat est un excellent administrateur, ce qui est assez rarement mis en avant. Il faut savoir, quand il part sur la campagne d'Italie, ça c'est Vincent Aiglet qui, dans son livre Murat, la solitude du cavalier, que je vous recommande, celui qui est le dernier livre paru sur Murat après celui de Louis Sampion Bouglione, parce que Louis Sampion Bouglione a rédigé un très très beau livre sur Murat en coopération avec Vincent Rollin. Dans la solitude du cavalier, Aiglet rappelle l'incroyable talent d'administrateur de Murat, qui réorganise complètement la cavalerie pour la campagne d'Italie, une cavalerie qui était dans un état absolument déliquescent, il n'y avait plus rien. Organiser la cavalerie, c'est pas trivial. Donc il organise tout ça. Et il faut s'occuper de l'acheminement des ressources, du soin des chevaux, du remplacement des chevaux, de la ferronnerie. Enfin, c'était extrêmement compliqué d'organiser une cavalerie. Donc il faut faire preuve de talent d'administrateur tout à fait hors norme, ce qui est le cas de Murat. Ce que Bonaparte repère aussi, ce que les hommes repèrent. Donc il inspire un respect d'abord pour son courage, mais qui tient de l'inconscience sur le champ de bataille, pour la chance insolente qu'il a, puisque il a, au fur et à mesure de ces batailles, il va se créer une espèce de réputation d'invincibilité. Pratiquement, c'est un super-héros. C'est-à-dire qu'il fonce au milieu des carrés ennemis, qui sont des espèces de blocs de chair, d'os, de lames, d'acier et de feu. Il rentre dedans simplement avec la cravache à la main. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'utilise même plus son sabre. Il les traverse, il les effondre. Et il revient à l'habit couvert aspergé de sang et troué de balles partout, et pratiquement jamais blessé, puisqu'il a été blessé, je crois, à Aboukir, et une autre fois, il me semble, je dis peut-être une bêtise, je crois qu'à Marengo, il a eu un petit problème. Mais c'est formidable, Murat, ça, qu'il a été sur les pires champs de bataille de l'histoire militaire connue, écrite. Il était au cœur, et il attirait la braise, et il attirait vraiment la mort à lui, puisque justement, il se costumait pour être vu. Donc, il attirait tout le monde sur lui, et il en sort à chaque fois et vainqueur et parfaitement indemne. Enfin, c'est totalement ahurissant. Donc, ça crée une espèce de mythologie autour de Murat, qui fait que quand il apparaît sur les champs de bataille, et ça vient assez vite, ça vient dès 1805-1806, et là on a des témoignages là-dessus. En fait, la canonnade s'arrête des deux côtés, du côté français et du côté ennemi, parce que du côté français on se dit ça y est, Murat est là, c'est parti, on va enfoncer tout le monde, et du côté ennemi on est là, nom de Dieu, Murat est là, ça va très très mal se passer pour nous. Et donc ça crée vraiment la peur chez l'ennemi, et vraiment ça dynamisait l'armée. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir et l'honneur ce soir de recevoir en direct, dans cette première partie d'émission, le prince Joachim Murat, qui vient de nous entretenir de son aïeul, le prince Murat, ce formidable soldat de l'empereur. Et nous venons d'évoquer le début de la vie de Murat, son enfance très pauvre, 11e enfant, dernier enfant d'une famille de 11 enfants, des parents aubergistes, mais des études sérieuses, un engagement dans l'armée, suite au séminaire, où il découvre bien entendu qu'il n'a pas la vocation religieuse. Quand on connaît la vie du personnage, on n'est pas surpris. Et l'événement, en quelque sorte, qui va lancer sa gloire, sa carrière des armes, c'est la rencontre avec Bonaparte à Vendémer, auprès des Tuileries, puisque il apporte les canons de la plaine des Sablons. Vous nous avez expliqué dans quelles circonstances, Prince, et c'est ce qui va créer ce lien très fort avec Bonaparte, qui va l'emmener donc en Italie. Et vous venez de nous parler, Prince, de ses premiers faits d'armes lors de cette première campagne, où en quelques mois il passe de capitaine à général, et il commande
une brigade de cavalerie. Alors la paix est signée en Italie avec l'Autriche en 1797. C'est le traité de Campo Formio. Que va-t-il se passer dans la vie de Joachim Murat à ce moment-là? Alors militairement, ce qui se passe c'est très simple, c'est-à-dire que c'est très simple, c'est surtout complètement fabuleux. C'est-à-dire que on est dans une époque où l'aventure se mêle à l'exotisme puisqu'on enchaîne sur la campagne d'Égypte, ce qui est absolument une aventure incroyable, puisque c'est une aventure culturelle, scientifique et évidemment militaire, où Bonaparte, puisque donc il y a deux armées, il va y avoir l'armée de Bonaparte en Égypte et l'armée de Moreau en Italie et dans le Nord, où Bonaparte part en Égypte pour le directoire, emmène avec lui ses fidèles de l'armée d'Italie. Alors il faut savoir que tous ceux qui ont participé avec lui à l'armée d'Italie resteront auprès de lui jusqu'à la fin. Donc les Lannes, les Marceau, enfin bref, le Masséna, etc. Tout ça sera là. La campagne d'Égypte, évidemment la bataille des pyramides, à laquelle Murat est flamboyant. Alors il y a la première bataille d'Abou Kir, parce qu'il faut savoir que l'Égypte est un piège. C'est-à-dire que quand Bonaparte et son armée traversent la Méditerranée. D'abord, le premier enjeu, c'est de ne pas se faire capturer par les Anglais. Miracle, ils ne se font pas capturer par les Anglais. Ils prennent même Malte sur le chemin. Par la flotte britannique, la flotte anglaise. Voilà, c'est ça. Donc, tant que ça passe, ils prennent Malte. Il devait y avoir une grosse matinée à tuer ce matin-là. Donc, c'est absolument incroyable quand on y pense. Donc, ils continuent. Ils accostent en Égypte. Et là, Nelson détruit toute la flotte française à Abou Kir. Donc, Bonaparte et ses troupes se retrouvent complètement coincés en Égypte. Donc, ça va être tout le départ, celui après la bataille des pyramides, vers la Syrie et vers une exfiltration vers le nord, qui s'arrêtera en fait à Saint-Jean-d'Acre. Donc là, vous avez toute une série en fait on va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aurait pas en 1h30, on n'y arrivera pas. C'est quand même intéressant d'évoquer parce que toute une série d'aventures ahurissantes. Murat se couvre de gloire. Alors notamment à des épisodes qu'on connaît peu. Il se couvre de gloire. Vous allez nous en parler. Il se couvre de gloire à Saint-Jean-d'Acre. Alors Saint-Jean-d'Acre, ce n'est pas une victoire, donc on en parle peu. Et pourtant Murat se couvre de gloire à Saint-Jean-d'Acre et aussi à Abou Kir. Alors deuxième bataille d'Abou Kir, la première étant la destruction de la flotte. C'est ça, exactement. Nous vous écoutons sur la gloire de Murat. Alors à Saint-Jean-d'Acre, c'est très particulier parce que Murat est cavalier, donc et là il prend le rôle de fantassin. Donc en fait il va tenter avec à pied de prendre à plusieurs reprises la forteresse de Saint-Jean-d'Acre. Ils n'y arriveront pas. Cette forteresse Saint-Jean-d'Acre, pourquoi fallait-il la prendre? C'est un verrou important. C'est un verrou sur la route de la Syrie. En fait, l'objectif était d'évacuer par le nord. Ils n'arriveront jamais à défaire le verrou. Donc en fait, certains, notamment Benoît Méchain, pensaient que le véritable intention de Bonaparte était de partir sur les traces d'Alexandre et d'aller conquérir les Indes. On ne saura jamais. C'est possible. C'était ambitieux, quoi. C'est le rêve le plus long de l'histoire. Et donc là, ils sont bloqués à Saint-Jean-d'Acre, donc il faut repartir. Et là, ils repartent. Et à nouveau, ils arrivent à Abou Kir. Oui, alors, Saint-Jean-d'Acre, que s'est-il passé à Saint-Jean-d'Acre? Qu'a fait Murat à Saint-Jean-d'Acre? Alors, je vais juste préciser, parce que Saint-Jean-d'Acre, ce sont c'est une ville, c'est pas une grosse ville, qui est entourée de murailles et Bonaparte n'a pas son artillerie, il n'a pas d'artillerie. Non, il a une artillerie totalement insuffisante et ils vont essayer de prendre Saint-Jean-d'Acre d'assaut sans l'aide de l'artillerie. Et Murat se présente pour charger le premier. Est-ce que il le charger en tête et Bonaparte lui refuse. Il le fait systématiquement. Et Murat est si pressant que Bonaparte finit par accepter que Murat charge en premier à la tête de ses troupes. C'est un geste magnifique, qui n'a pas servi effectivement, qui n'a malheureusement pas amené la prise de Saint-Jean-d'Acre. Et nous arrivons donc à la bataille deuxième bataille d'Abou Kir, où là aussi Murat va avoir un rôle prépondérant. Avec Lannes d'ailleurs, ils enfoncent tous les deux. Murat profite d'une percée ouverte par Lannes pour enfoncer complètement l'armée de Mustapha Pacha. Et épisode absolument incroyable. Donc dans ce tumulte délirant, Murat se retourne et d'un coup de sabre coupe 3 doigts à Mustapha Pacha et prend une balle dans la bouche qui lui passe d'une joue à l'autre, parce qu'en fait à ce moment-là il avait la bouche ouverte, sans toucher ni une dent ni la langue. Et d'ailleurs il gardera de ça le petit surnom auprès des hussards du général bouffe la balle. Et c'est une des raisons pour lesquelles il avait des grands favoris, Murat. C'est pour qu'à
cacher les cicatrices qu'il avait sur sa queue. Il avait ses grands favoris. Exactement, pour cacher la cicatrice qu'il avait sur... Et vous portez aussi des favoris d'ailleurs, Prince Murat. Oui, j'ai aussi une cicatrice sur la joue. Il y a des comme ça, des hasards, mais ça n'a rien à voir. Je n'étais pas à Aboukir. Et alors Aboukir qui a été une bataille absolument épouvantable, puisque c'est que le jeune Louis, le frère de l'empereur, est présent. Et c'est que Louis a eu très très longtemps un personnage un peu instable, un peu fragile, tout simplement. Et ça, c'est certains historiens commencent à l'analyser comme ça, parce que Louis souffrait de syndrome post-traumatique, où justement il était réveillé la nuit par ces flots de sang à Aboukir, par les corps, etc. Donc, faut bien garder en tête que c'est beaucoup de gloire, mais c'est beaucoup de souffrance quand même. Donc, la bataille d'Aboukir est une bataille extrêmement féroce. L'armée de Mustapha Pacha est totalement enfoncée, et c'est la bataille dont Bonaparte dira cette bataille va décider du sort du monde, puisqu'effectivement, grâce à cette bataille, ils peuvent récupérer leur flotte et s'exfiltrer vers la France au moment où, en France, on essaye de mettre fin au Directoire, pour le remplacer par un général qui sauverait la Révolution. Donc à l'époque, il y a quelques généraux qui sont sur les rangs, et notamment le général, son nom me reviendra, qui est Joubert, voilà, c'est ça, Joubert, qui est absolument prévu pour ça, et qui finalement se fera bêtement tuer en Italie. Donc Bonaparte est évidemment le personnage qui semble le plus apte à remplacer le Directoire. Pour situer l'importance de Joachim Murat auprès de Bonaparte, ce qui est peut-être intéressant de préciser, c'est que lorsque Bonaparte alors a fui, est-ce que le terme est approprié, enfin, il est quand même parti de l'Égypte dans la plus grande discrétion. Il laisse les armées en plan avec Kléber à la tête. Et c'est ça. Mais il est parti avec sept officiers. Oui, dont Murat. Il est parti avec Murat. Il n'était que 7 et il y avait Murat. Donc ça indique déjà l'importance que représente Murat. Il y avait Lannes également, et ils sont partis effectivement. Et donc sur cette bataille d'Aboukir le 25 juillet 1799, Murat est fait là pour le coup par Bonaparte, général de division sur le champ de bataille. Du fait de cette incroyable victoire. Donc alors après, 25 juillet 1799, qui était le grade le plus élevé d'ailleurs, je crois. Général de division à l'époque, il n'y avait pas plus élevé. Absolument. Donc alors il remonte sur la France. Là se prépare le coup d'État du 18 Brumaire, donc le 9 novembre 1799 pour le 18 et 19 Brumaire en 8. Et là à nouveau, alors évidemment, tout ça se fait avec Murat et avec les principaux fidèles, dont notamment Lucien, le frère de Napoléon. Et là, le rôle de Murat va être absolument crucial dans ce 18 Brumaire. Puisque la première journée, il s'agit de convaincre le Conseil des Anciens, ça pose absolument aucun problème. La seconde journée, il s'agit de convaincre le Conseil des 500, qui lui a été déplacé à Saint-Cloud, qui ne comprend pas très bien pourquoi. Alors le Conseil des 500, c'est le Parlement de l'époque. C'est le Parlement. Ils ont été élus. Ce sont les élus qui tiennent le pouvoir, qui est confié à des directeurs, mais qui en fait la constitution du Directoire est unanimement considérée comme injouable, enfin impraticable. Donc il faut changer de. On reste dans un régime démocratique, mais il faut changer de mode exécutif. Donc on pense à un consulat et à calqué sur le modèle romain. Et évidemment, on pense à Bonaparte comme premier consul. Mais pour ça, il faut évidemment organiser la démission d'au moins 3 directeurs sur 5. Donc ça, c'est ce à quoi va s'attacher Bonaparte et également Murat pour obtenir la démission de 3 directeurs sur 5. Donc le Directoire tombe de lui-même. Donc il faut changer de régime. Donc il faut convaincre et le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Alors les Anciens, ça pose aucun problème. Les 500, là, il y a un petit problème. C'est-à-dire que Bonaparte, malheureusement, n'est pas exactement un orateur. Là, pris par le stress, pris par l'angoisse, il ne réussit absolument pas son exercice. Donc il est à Saint-Cloud, il est seul, où sont rassemblés les 500, et c'est là où il perd contenance. Il perd complètement contenance. Et Lucien, affolé, se dit, on est en train de perdre complètement Lucien, son frère, Lucien Bonaparte, se dit, et là on parle déjà de mettre Bonaparte et ses fidèles hors la loi, donc ça commence à sentir très sérieusement et le roussi et le sapin, donc il faut absolument agir très très vite. Et là, Lucien a une présence d'esprit assez amusante, c'est qu'il voit que son frère d'angoisse se gratte la peau qu'il avait. Bonaparte à l'époque, il a des pustules partout, il prend pas grand soin de sa peau, et donc il a le visage en sang. Donc il dit très bien, on va jouer là-dessus, et il sort, il explique aux soldats
en particulier ceux de Murat. Le général a été agressé, on tente de l'assassiner, etc. Et là, il voit au loin Bonaparte avec le visage en sang. Et là, Murat saute sur l'occasion, il dit, on sait très bien, ça c'est excellemment bien joué, on y va. Et il rentre avec tous ses grenadiers, et citoyens, vous êtes dissous, et foutez-moi tout ce monde là dehors. Donc terminé, fin du coup d'État. C'est un langage de hussard. Hein. Oui. Cette conjonction, si vous voulez, de la présence d'esprit. Exactement. Foutez-moi tout ce monde là dehors. Et on verrait pas ça aujourd'hui. Et là, heureusement d'ailleurs. Là, c'est comme ça que le consulat s'instaure. Voilà, c'est ça. C'est suite. Murat a un rôle décisif par son intervention. Absolument décisif. Oui, une fois de plus, Murat joue un rôle comme à Vendémiaire, joue un rôle crucial pour le succès de cette journée, sans laquelle Bonaparte est mis hors la loi et probablement ou emprisonné ou guillotiné. Donc ça aurait pu très mal se passer. Bonaparte a-t-il conscience, il a certainement conscience de l'importance de Murat depuis son destin. C'est la deuxième fois qu'il se rend compte. La première fois, Murat lui apporte cette quarantaine de canons qu'il est allé chercher, les prendre des mains des royalistes au Sablon. Il les amène donc aux Tuileries. Ça, c'est la première fois. C'est Vendémiaire, c'est ce qui révèle aussi en quelque sorte Bonaparte. Et la deuxième fois, c'est quand Murat intervient très directement et demande à ses grognards de mettre tous les députés dehors. Est-ce que Bonaparte a-t-il conscience du rôle de Murat? Oui, bien sûr. Mais alors, notamment parce qu'il le remarque en Vendémiaire, évidemment, ça ne peut pas faire autrement. Et puis là, il l'emmène en Italie. Il se rend compte de cette incroyable énergie, de cette efficacité, de cette loyauté aussi. Il l'emmène en Égypte, où là, à nouveau, dans des conditions incroyables. Il peut absolument s'appuyer sur Murat. Et finalement, Brumaire, enfin oui, il le sent, il le sait. Il a quand même si quelqu'un a le sens du destin, c'est bien Napoléon Bonaparte. Et il sait que son destin est lié à celui de Murat. Je vais vous poser une question sur les relations à ce moment-là entre Murat et Napoléon et Bonaparte, pardon. Par exemple, si on prend l'attitude du général Bernadotte. Bernadotte à Brumaire, Bernadotte, on sait qu'il est resté sur la réserve. Il a attendu voir comment ça se passerait parce que il n'appréciait que très moyennement. Oui, c'était des jalousies entre généraux. Ses relations n'étaient pas très bonnes. Quels étaient l'état des relations à ce moment-là entre Bonaparte et Murat? Parce qu'on a reproché par la suite, on a dit, est-ce que c'est la légende ou pas, vous nous le direz, que Murat appréciait beaucoup l'empereur, lui était extrêmement fidèle, mais en revanche, Bonaparte puis Napoléon n'aimait pas beaucoup Murat. Alors c'est une relation un petit peu particulière, c'est une relation un petit peu de je t'aime moi non plus entre Murat et Bonaparte. C'est-à-dire que là, ça va commencer vraiment à se dégrader à partir de 1808. Donc c'est beaucoup plus tard. On n'y est pas maintenant, mais en tous les cas, si vous voulez, il y a une chose qui est certaine, c'est que aussi étrange que ça puisse paraître, on est en pleine révolution, etc. Napoléon est assez snob. Et le problème de Murat, c'est qu'il n'est pas passé par les écoles militaires, il n'a absolument aucun background aristocratique. Et c'est un fait, Napoléon traitera très différemment ses généraux passés par les écoles militaires de ceux qui ne sont pas passés par les écoles militaires, ceux qui sont sortis du rang. Il y a une petite forme de snobisme de la part de l'empereur, et d'ailleurs il aura une hésitation avant d'accorder la main de sa sœur à Murat. De ce fait, il estime que Murat est d'une extraction beaucoup trop faible. Enfin, ça colle pas. Mais néanmoins, il sent bien que le destin est lié. Il sent surtout qu'en plus Caroline et Murat sont sincèrement amoureux l'un de l'autre. Et il est forcé d'admettre que sans Murat, Brumaire, il n'y avait plus de Bonaparte. C'était terminé. Donc il voulait donner sa sœur au départ à Moreau. Moreau qui, on le verra ensuite en 1804, tentera une conspiration infâme contre l'empereur, contre le futur empereur. Alors, Prince, il y a un auditeur qui nous pose cette question, qui nous dit il était scout en fin des années 50. Le prince Murat nous offrait l'hospitalité dans sa maison à Casablanca. Ah oui. Quel est son lien de parenté avec vous? Merci alors ça, pour votre réponse, dit cet auditeur. Voilà, donc le prince Murat en question, c'était la Villa Tranquillité au Maroc, si ma mémoire est bonne. Et ça doit être un de mes arrière-grands-oncles qui devait être un frère d'un Joachim, qui devait être le frère de mon arrière-grand-père, donc le frère du 5e prince Murat, il me semble, mais je vous dis peut-être une erreur. Je vous propose de faire une pause musicale. Nous en sommes au consulat, puisque Murat, grâce à Murat, entre autres, Bonaparte devient premier consul grâce à l'intervention décisive dans la salle des 500, dans l'orangerie du château de Saint-Cloud. Murat permet à Bonaparte de devenir premier consul. Donc nous écoutons la marche consulaire.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous recevons ce soir en direct à ce micro le prince Joachim Murat, qui est un descendant en ligne directe du prince, du maréchal Murat, un très grand général, très grand soldat de l'empereur Napoléon. Et le prince Murat vient de nous expliquer, raconter le parcours de Murat. Il est nommé général sur le général de division à Aboukir, où il a un comportement héroïque, où il est blessé. Il permet à Bonaparte de devenir premier consul par son intervention décisive lors de Brumaire. Et nous retrouvons Murat maintenant à la deuxième campagne d'Italie, aux côtés de Napoléon. Prince, je vous rends la parole pour que vous nous évoquiez la suite de la carrière de Murat. Merci beaucoup Thierry. Donc alors ce Murat qui va briller dans chacune des batailles de l'Empire, là vous aviez raison d'insister là-dessus. C'est le rôle de Murat dans chacune des batailles auxquelles il a participé a été absolument déterminant. C'est-à-dire que sur chacune de ces batailles, si Murat n'est pas là, il y a une vraie différence qui se fait et il y a un véritable risque d'échec. C'est l'incroyable puissance magnétique d'un chef de guerre comme Murat, qui est indiscutablement de l'avis de tous les spécialistes militaires, le plus grand meneur d'hommes de la grande armée, après l'empereur bien sûr. Donc une armée qui compte des meneurs d'hommes exceptionnels. Pensons au Lassalle, pensons au Lannes, c'est extraordinaire. Alors donc on est sur la première campagne d'Italie, on va arriver en janvier 1800, la seconde campagne d'Italie, pardon. Donc là il va s'illustrer particulièrement à Marengo, entre autres, mais où il aura à nouveau un sabre d'honneur. En janvier 1800, il épouse Caroline, la sœur de Bonaparte. Il est gouverneur de la place militaire de Paris. C'est Bonaparte qui lui a confié sa sœur, ou c'est Caroline qui était amoureux de lui? Alors Caroline était folle de lui, et là je recommande la lecture du remarquable ouvrage de Florence de Bodus sur Caroline Murat, qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Caroline était indiscutablement folle de Murat, et Murat était indiscutablement amoureux de Caroline. Parce que c'était un grand coureur de jupons, c'était un grand cavalier et un grand coureur de jupons. C'était un grand cavalier et un grand hussard, donc coureur de jupons. Vous savez, je pense que si Murat avait vécu à notre époque, il aurait été ou pilote de chasse ou parachutiste dans les forces spéciales. Donc avec beaucoup d'énergie. Et donc Murat épouse Caroline. Ensuite, les honneurs vont se succéder. La seconde campagne d'Italie vient enfin. Alors il y a une coopération assez étrange assez étrange non, parce que il y a une sympathie méconnue et qui est en fait assez curieuse entre Murat et Fouché. Murat et Fouché s'entendent réellement bien. Et sont tous les deux des vrais fils de la Révolution, et sont tous les deux des fils de la Révolution qui entendent préserver les acquis de la Révolution, et qui entendront les préserver jusqu'au bout. Contrairement à un Talleyrand, qui lui, les acquis de la Révolution, ça se paye en monnaie sonnante et trébuchante. Le plus grand traître de l'Empire, le plus grand traître de la Restauration et le plus grand traître de la période, c'est Talleyrand. Si on veut qualifier de traîtrise des renversements d'alliances réguliers. Le problème de Talleyrand, c'est qu'il fait ça contre monnaie sonnante et trébuchante. Donc en plus, c'est particulièrement obscène. Et cette amitié, en tous les cas, cette compréhension réciproque entre Murat et Fouché va s'appliquer notamment à deux reprises. Deux événements qui vont précipiter le sacre. Le premier, c'est évidemment la conjuration de Moreau et Pichegru, qui a lieu en 1804, sur laquelle c'est donc Moreau, les généraux Moreau, Pichegru et Georges Cadoudal s'organisent pour essayer de renverser, pour faire tuer Bonaparte, et ils ont pour ça une troupe de presque 150 hommes au sein des armées présentes, des armées du consulat. C'est Murat qui, gouverneur de la place de Paris, va réussir à maintenir les armées au calme, à identifier les potentiels meneurs de troubles, et non pas à les punir, mais à les retourner. Donc c'est un vrai travail politique de fond, un vrai travail diplomatique de fond pour éviter que cette conjuration aboutisse, et elle n'aboutit pas. Le deuxième épisode, là pour le coup extrêmement sombre du consulat du Premier Empire, c'est bien sûr l'affaire du duc d'Enghien, où Fouché et Murat coopéreront de concert avec un petit peu la même idée.
Murat en tous les cas est tout à fait contre la capture et l'exécution du duc d'Enghien. Donc je rappelle très rapidement le contexte. Fouché et Talleyrand ont intérêt à ce que voient que l'étoile de Bonaparte fonce vers le firmament à toute vitesse, et ont absolument intérêt à entacher Bonaparte du sang des régicides. Donc pour ça c'est leur intérêt personnel. Bonaparte lui a intérêt à donner des gages à la population qui sent que le pouvoir devient assez autoritaire. Non, il est profondément révolutionnaire, donc c'est pas idiot d'exécuter un prince de la famille royale. Et là, Fouché et Talleyrand vont, et c'est une invention totale, enfin probablement une invention totale, une espèce de complot qui viserait, donc notamment ce complot de Pigeru, à mettre le duc d'Enghien à la place de Bonaparte. Le duc d'Enghien est en Suisse à ce moment-là, il sera enlevé de nuit par les hommes de Fouché et amené à Paris. Là, Murat est gouverneur militaire de la place de Paris, donc c'est lui qui doit nommer les juges. Murat est tout à fait contre cette histoire du duc d'Enghien. Il dit c'est pourquoi tuer ce prince qui manifestement n'est pas coupable. Et donc Murat, en revanche, la participation de Murat sera de signer la nomination des juges, c'est tout ce qu'il fera, et je ne veux pas être mêlé à cette affaire. Et il y sera mêlé malgré tout, puisqu'il a signé la nomination des juges, et le duc d'Enghien est assassiné. Exécuté. On a des écrits qui... Ah oui, on sait de façon certaine par rapport aux correspondances de l'époque. Le fait que Murat ne partageait pas du tout cette volonté d'assassiner Bonaparte n'avait aucune envie non plus d'exécuter un prince de la maison Bourbon. C'était vraiment quelque chose de strictement politique. On sent vraiment que c'est poussé par Talleyrand et Fouché pour un intérêt à ces personnes. Tout ça va évidemment précipiter le sacre. Après le sacre, on arrive à la Murat. Alors là, les honneurs s'accumulent. Membre de la famille impériale, grand tech de la Légion d'honneur, première promotion de maréchaux. Enfin, ça n'arrête plus. Donc là, c'est... il est nommé maréchal en 1804, je crois. Et il fait partie, en effet, de la première promotion de maréchaux. Oui. Il fait partie de la première promotion aussi des décorés de la Légion d'honneur, où il est grand tech. Et d'ailleurs, il dirige une cohorte. Je crois que c'est la 7e. Je dois vous dire une bêtise. 7e cohorte de Légion d'honneur. Et entre-temps, Murat, avec sa femme, a fait l'acquisition du palais de l'Élysée. Ils habitent l'Élysée, en effet. Ils habitent l'Élysée. Ils ont acheté Murat et Caroline avec leur denier. C'est un achat personnel. Et donc là commence cette extraordinaire aventure de la campagne d'Allemagne, ce qui va amener à Austerlitz. Alors chose assez peu connue. C'est Murat qui va préparer cette campagne d'Allemagne par une mission d'espionnage. Il va passer derrière les lignes ennemies sous un faux nom. Et il va y passer quelques temps pour repérer les positions des places fortes, les positions et le nombre des ennemis, les positions des lieux où sont stockées les armes, etc., etc. Et va revenir avec quelque chose de très très précis qui va être utilisé pendant toute la campagne. Et c'est lui-même qui fait ça. C'est lui physiquement, lui tout seul. Oui, mais c'est quand même très étonnant pour un maréchal de l'Empire de se déguiser en espion. C'est ahurissant. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est alors là à nouveau, vous découvrez cet épisode complètement fou dans les biographies. Il est allé jusqu'où Je crois alors là, vous me posez une colle, je ne sais plus. C'est un épisode totalement baroque. Ouais, c'est incroyable. Murat, maître espion, ça, vous découvrirez ça dans les ouvrages de Tullard, de Aiglé, de Bouglione, de Gillet, de Hulot. Et c'est Murat en James Bond. Voilà. Donc, infiltré derrière les ennemis, il fait un travail absolument exceptionnel, puisque sur la base de ce rapport, c'est vous dire aussi la confiance de l'empereur. Donc, il sait que Murat va le faire très très bien. Donc, sachant qu'on est dans une période où des espions, il y en avait quand même quelques-uns, entre Talleyrand et Fouché, qui avaient chacun leur système d'espionnage. Il y avait de quoi faire, mais c'est Murat qui va faire le boulot. Alors après, s'ensuit évidemment cette incroyable campagne. On va pas rentrer dans le détail, sinon ça risque de prendre. On pourrait y passer 3 heures. Mais quel est son rôle il y a dans cette campagne, comme il a eu un rôle clé en 1805, campagne du 1805. Austerlitz, mais avant Austerlitz, alors d'abord vous avez bien sûr Ulm, vous avez toutes les étapes jusqu'à la grande bataille d'Austerlitz, où Murat joue un rôle absolument déterminant pour enfoncer les ennemis jusqu'à l'arrivée d'Austerlitz. Il y a un épisode qui est assez rigolo, c'est que ils arrivent avec Lannes sur le Danube, et là les Autrichiens ont piégé les ponts. Ça c'est très embêtant parce qu'ils ont absolument besoin des ponts pour faire passer les hommes. Donc qu'est-ce que font Murat et Lannes? Lannes qui fait aussi partie de la première promotion de maréchaux. Et bien ils vont se présenter à l'armée autrichienne, tous les deux tout seuls, absolument pas escortés. Ils disent bonjour.
Prince Murat, maréchal Lannes, le type tombe complètement des nues en se disant mais qu'est-ce qu'ils font là sur le pont est piégé. Ils sont entourés d'Autrichiens, ils sont sur un pont qui est miné. Ils sont tous les deux tout seuls et ils vont réussir à convaincre l'officier en question qu'un armistice a été signé, que donc ce n'est plus la peine, il faut vous retirer, on est bien. Au revoir monsieur, ça a été un plaisir et vive la paix. Et les Autrichiens se retirent sans faire sauter les ponts, ce qui va permettre de passer les ponts et d'aboutir ensuite à cette formidable victoire d'Austerlitz. Quel est son commandement à Austerlitz? Alors il commande quoi a-t-il un rôle décisif dans cette bataille? Je suis absolument pas spécialiste moi de ce qui s'est passé pendant les batailles. Je suis navré de vous frustrer sur ce point. En revanche, Murat commande toute l'aile gauche de la Grande Armée et la totalité de la cavalerie. Donc vous aurez remarqué une chose étonnante, c'est que tous les maréchaux ont des titres de bataille. Vous avez le prince de la Moscova, le prince de Wagram, le prince d'Essling, etc. Sauf Murat. Alors pourquoi pas Murat? Parce qu'il est membre de la famille impériale. Donc c'est peut-être trop. C'est évidemment pas Murat. Donc mais certains, je me rappelle de conférenciers qui me disaient si Murat avait dû avoir un titre, ce serait celui de prince d'Austerlitz. C'est évident que si quelqu'un devait avoir le titre de prince d'Austerlitz, c'est bien sûr l'empereur. Évidemment, ni Murat ni qui que ce soit d'autre. Mais voilà, on m'a dit ça. Donc le rôle de Murat est comme celui de Davout et de Soult est absolument déterminant. Bon, enfin, enchaînons. Donc le Murat ensuite est nommé grand-duc de Berg et de Clèves. Donc il devient grand-duc de Berg le 25 décembre 1805. Il sera grand-duc de Berg jusqu'au 1er août 1808. Là, il a alors Berg, c'est un grand Berg et Clèves, c'est cette région qui va de la Ruhr à Düsseldorf, enfin dont la capitale est Düsseldorf. Et là, alors il réorganise absolument tout. Donc il applique les directives de ce qui va devenir le Grand Empire, c'est-à-dire qu'on abolit la féodalité, on introduit le code civil, on réorganise une armée, on modernise la totalité. Et donc il le fait vraiment très très bien. Et il le fait si bien qu'en fait il développe une économie qui va devenir particulièrement cruciale pour l'Allemagne, qui est d'une part le textile et ensuite la sidérurgie. Figurez-vous que c'est le début de l'essor de la région de la Ruhr en termes de sidérurgie. Bon, ça a eu les conséquences qu'on connaît, mais ça vient de Murat. Et à tel point qu'en 2006, pour le bicentenaire de la création du Grand-Duché de Berg pour Murat, figurez-vous que la mairie de Düsseldorf nous a invités à le célébrer. Ils gardent un excellent souvenir du passage de Murat à Düsseldorf. Alors entre-temps, donc à nouveau une nouvelle coalition, une nouvelle série de batailles, dont la plus connue évidemment est celle d'Eylau, puisqu'on est en février 1807, où là il y a la fameuse charge d'Eylau qui à nouveau est décisive, puisque là Napoléon à Eylau est coincé et pris au piège et va se faire massacrer par les troupes ennemies. Et il aurait cette phrase disant Murat, vas-tu nous laisser manger par ces gens-là? Bon, c'est probablement un truc dans ce goût-là. Et là Murat fait cette fameuse charge des 80 escadrons, donc une charge de 10 à 12 000 cavaliers. Maintenant, les historiens ont tendance à minimiser le nombre. Enfin, on pense que c'est au moins 8 000 cavaliers, ce qui est comme la prochaine très grosse charge comme ça, ce sera ensuite à Leipzig en 1813, où il y aura 5 à 6 000 cavaliers derrière Murat. Et là, c'est pas une charge. Quand on dit que Murat fait des charges, les cavaliers ne font pas qu'une seule charge. Les cavaliers font les charges à répétition. Donc ça, ils chargent, ils repartent, ils rechargent, ils repartent, ils rechargent. Et entre-temps, les autres rechargent les fusils, rechargent les canons et retirent sur les cavaliers. Enfin, il faut être complètement dingue pour faire des charges de cavalerie à l'époque. Et mais donc voilà. Donc Murat fait cette charge de 10 000 cavaliers. Il y a des sur cette charge, il y a des souvenirs de soldats russes assez intéressants où ils expliquent que dans les rangs des Russes, il faut savoir que vous avez un rideau de neige qui tombe, donc ils ne voient absolument pas ce qui leur arrive dessus. La rumeur prétend que Murat va arriver, donc ils commencent à avoir sérieusement très très peur et ils sentent la terre trembler. Imaginez 10 000 chevaux harnachés, 10 000 chevaux avec l'acier des cuirassiers, avec les lames et avec les hurlements. Et vous ne voyez pas un mètre devant vous. Et le tremblement de terre grossit. Vous commencez à entendre le bruit, la vague qui déferle, les hurlements et vous savez que c'est commandé par Murat. Donc, figurez-vous, dans les rangs des Russes, il y en a qui tout simplement meurent sur pied. Donc on a qui font des arrêts cardiaques. Alors que le Russe, tout de même, en termes de cardio, il est plutôt, c'est pas un grand sensible. Bah là, il y en a qui font des arrêts cardiaques sur place. Donc là, il y a plusieurs charges de suite et Murat sauve à nouveau la journée. Bon, ensuite, après ça, j'entre pas dans le détail, je suis navré, j'essaie d'aller un peu vite. Murat repart pour le duché de Berg et là reçoit un message du général Clark qui lui dit l'empereur souhaite que vous soyez au plus tôt à Madrid
pour sécuriser la zone, puisque alors à l'époque l'Espagne est alliée de la France, ou même l'Espagne est alliée de la France, mais alors, ils sont dans une situation très très baroque de crise de succession entre Charles IV, le père, et Ferdinand VII, le fils, avec un premier ministre très étrange qui s'appelle Godoy, et donc il y a une crise de succession, et figurez-vous que la couronne d'Espagne appelle l'empereur pour arbitrer, et donc l'empereur propose de rassembler à Bayonne, la fameuse entrevue de Bayonne, pour les aider à arbitrer, et demande à Murat d'être à Madrid pour gouverner le royaume en l'absence des deux rois. Alors ça, c'est un sujet absolument incroyable, parce que qu'est-ce qui va se passer? On est là au mois de mai 1808. Et la rumeur va être véhiculée par les rebelles anti Charles IV et anti-français que cette entrevue est un piège. Cette entrevue est un piège et qu'ils vont nommer un Français, on cherche à les manipuler, etc. Donc il va y avoir une émeute dans la ville de Madrid, le 2 mai. Alors, cette émeute est considérée aujourd'hui comme le départ de la guérilla espagnole. C'est assez vrai d'ailleurs, c'est effectivement le point de départ de la guérilla espagnole, mais c'est certainement pas le traitement de l'émeute qui est le départ de la guérilla espagnole. C'est l'entrevue qui est le départ de la guérilla espagnole, et c'est la nomination de Joseph qui est le départ de la guérilla espagnole. Pourquoi? Parce que cette émeute, en mai, à l'époque, on a raconté qu'il y avait eu 20 000 morts. C'est complètement faux. Maintenant, on connaît les chiffres parfaitement. Il y a eu 1000 morts. Alors, c'est pas drôle du tout, 1000 morts. Mais c'est du maintien de paix civile par Murat. Et Murat a fait tout ce qu'il a pu pour éviter le massacre. Donc il y a eu 1000 morts espagnols et 200 morts français. Les 200 morts français, c'était des soldats dans les hôpitaux qui ont été torturés et égorgés par les guerrieros espagnols dans leurs lits d'hôpitaux. Donc vous imaginez que les soldats français étaient un tout petit peu énervés. Donc il a fallu tenir les Français pour qu'il n'y ait pas de massacre, et il n'y en a pas eu. Donc le 2 mai, on met fin à cette émeute, et le 3, on fusille. C'est le fameux 13 des maillots de Goya. Alors il faut savoir une chose que absolument personne ne sait. Mais il faut savoir que ça, c'est le 3. Le 3, Murat, comme garde du corps, d'abord il interdit à qui que ce soit de pourchasser les rebelles, à qui que ce soit. C'est pour ça qu'on limite à 1000 morts ce qui tient comme lieu pas de massacre, enfin en tout cas c'est violent. Il nomme 2 escadrons de cavalerie espagnole pour être ses gardes du corps personnels, pour leur dire non, moi je ne veux pas qu'on énerve les Espagnols, donc je vais nommer les Espagnols pour être mes gardes du corps. Et Napoléon lui dit il en est hors de question, je ne veux pas d'Espagnols autour du gouverneur. Donc je pense, si que c'est une erreur, je crois qu'il faut calmer l'Espagne, il faut surtout pas le faire. Et Murat, le message de Murat passe tellement bien, si vous voulez, auprès de Charles IV, que Charles IV, et ça personne ne le sait, le 4 mai, donc le 2, le 3, Goya qui va dire que c'était une épouvante, le 4 mai, Charles IV, qui est le roi légitime Bourbon, nomme Murat officiellement régent du royaume d'Espagne. Et donc il le fait son lieutenant général et président de la junte de gouvernement, j'ouvre les guillemets, afin qu'il gouverne en son nom le royaume d'Espagne et des Indes en son absence. Murat est le régent légitime, c'est pas Napoléon qui le nomme régent, c'est le roi d'Espagne. Et ça jusqu'au 20 juillet 1808, l'arrivée de Joseph. Donc on voit bien que le rôle de Murat dans ce dos et 13 des maillots, c'est une tragédie, le dos et le 13 des maillots. Enfin, c'est extraordinairement injuste de mettre sur Murat l'échec espagnol. C'est évidemment la nomination de Joseph qui est une erreur politique. Napoléon d'ailleurs a félicité Murat en lui disant c'est très bien ce que t'as fait le dos des maillots. La prochaine fois vas-y encore plus fort. Et c'est totalement l'inverse. Alors, est-ce que j'aimerais faire un petit parallèle. Ouais. Aujourd'hui en Espagne, le 2 et le 3 mai, ce sont des journées où on commémore ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement la postérité parle de 20 000 morts, etc. Et ça a connu beaucoup d'échos. Évidemment, Goya fait le dos des maillots. Il faut savoir que Goya le fait en 1814, le dos des maillots, parce que Goya a d'abord fait les portraits de toute la famille impériale, notamment de Joseph, etc., etc. Donc pour se faire bien voir au moment de la Restauration, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le dos des maillots. Et avec le talent de Goya, boum, c'est un truc, c'est imparable. Il faut savoir que ça, on reproche énormément à Murat. Alors il y a quand même un autre épisode qui justement qui lui a eu lieu en 1799, qui va beaucoup expliquer le succès et de Joseph et de Murat à Naples, vous allez voir pourquoi. C'est l'épisode de la République parthénopéenne. Alors vous allez me dire, Thierry Delcourt, mais de quoi me parle-t-il? La République parthénopéenne, on a la paix de Campo Formio en 1797, Bonaparte part en Égypte, et là, boum, les Russes, les Anglais, les Autrichiens et le royaume de Naples décident de se liguer à nouveau pour attaquer le Directoire. Ils vont complètement raté, et notamment le royaume de Naples va être investi par le général Championnet, qui donc les Bourbons-Siciles vont partir en courant, ce qu'ils feront 2 fois à cette période, et le général Championnet instaure la République
parthénopéenne. Cette République parthénopéenne ne durera que 6 mois. La République parthénopéenne, si vous voulez, c'est un cas d'école de République ultra-démocratique. La Constitution est encore étudiée aujourd'hui. C'est le 21 janvier 1799 qu'elle est proclamée. Et malheureusement, le général Moreau est pris par ses troupes sont pris sur le Pô, et le général Macdonald, qui protège la République parthénopéenne, doit partir sur le Pô et donc abandonne Naples. Et là, boum, les Anglais reviennent avec dans leur bagage Ferdinand IV de Bourbon. Et le cardinal à l'époque, qui s'appelle le cardinal Rouffaut, qui est donc du côté des Bourbons, propose au chef républicain: écoutez, si vous vous rendez, on vous touchera pas, vous vous rendez, c'est très bien, vous pouvez repartir. Super, ils acceptent, ils disent très bien, au revoir, merci, salut. Et là, Ferdinand IV se parjure complètement, puisque là, il va y avoir une répression de la République parthénopéenne. Nous sommes en 1799, nous sommes le 24 juin 1799. On parle de 1000 morts pour le Dos des Maillots. Pour la totalité de la durée de la terreur, combien y a-t-il eu de morts par la guillotine sous la terreur Thierry Delcourt? Il y en a eu 20 000. Est-ce que vous savez de quoi on parle là sur la répression par les Bourbons Siciles de la République parthénopéenne? Aujourd'hui, on parle de 120 000 morts. 120 000. La ville de Naples compte 450 000 habitants. 120 000 uniquement à Naples, sur l'intégralité du royaume de Naples, c'est probablement plutôt autour de 100 000 d'après les historiens. On est dans ce qui est qualifiable aujourd'hui de crime contre l'humanité, d'accord? C'est le plus grand crime du 19e siècle, c'est absolument indiscutable. Et là, en revanche, ça passe tout à fait inaperçu. Donc alors aujourd'hui, ça le passe beaucoup moins, puisque les découvertes qui ont été faites dans les archives du Palais Royal de Naples établissent la liste des 120 000 victimes, qui sont toutes accessoirement non pas des émeutiers et non pas des soldats, mais dans l'immense majorité des civils. Donc on est quand même vraiment là dans le domaine du crime contre l'humanité. Bon, admettons. Alors l'Espagne, oui, allez-y, pardon. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir ce soir et l'honneur de recevoir le prince Joachim Murat, descendant direct du maréchal et prince Murat, grand soldat de Bonaparte et de Napoléon. Le Joachim Murat, le prince Murat, vient en quelque sorte de nous expliquer que le rôle de Murat dans la répression de début mai, lorsque Napoléon éjecte les Bourbons d'Espagne de leur trône, eh bien, Joachim Murat, le prince Murat, vient nous expliquer que le rôle de Murat était considérablement exagéré, et c'est l'une des premières parties de la légende noire de Murat, prince, que vous venez là de très fortement minorer en la comparant notamment aux répressions qui ont suivi à Naples. Lorsque Murat a quitté... lorsque les Bourbons Siciles ont écrabouillé la République parthénopéenne en 1799. Absolument. Voilà. Alors, Prince, je vous propose de poursuivre avec... il nous reste à peu près une vingtaine de minutes à passer ensemble. Alors, poursuivre, voilà, il faut aller, voilà, il faut aller à Naples. Murat, roi de Naples. Quelques mots sur son rôle décisif durant la campagne de Russie. Alors, on va justement passer par là. C'est malheureusement le passage obligatoire, cette terrifiante campagne de Russie. Donc, alors, Murat arrive, le traité de Bayonne, donc nomme Murat roi de Naples, le terme exact c'est Joachim Napoléon Ier, roi de Naples et des deux Siciles, le 15 juillet 1808. Alors il arrive à Naples un petit peu plus tard, dans un royaume de 4 800 000 habitants, où il succède à Joseph. Donc quand je vous disais, à Joseph Bonaparte, qui lui devient donc roi d'Espagne. Quand je parlais de cette répression terrifiante de la République parthénopéenne, en quoi est-ce qu'elle préparait finalement? Tout simplement parce que quand les Napolitains voient arriver Joseph et Murat, je vous assure qu'ils soufflent, parce que ils viennent de se faire massacrer. Donc par des souverains qui on peut comprendre l'énervement, notamment de Marie-Caroline de Bourbon, qui est la sœur de Marie-Antoinette, contre la présence française. On peut comprendre. Enfin, 120 000 morts, là, elle réprime un peu ferme. Donc là, si vous voulez, Joseph va être très très bien accueilli. Alors Joseph, lui, en revanche, fait quelques réformes, mais pas toutes. Donc c'est surtout Murat qui va réformer le royaume de Naples, parce que Joseph s'affronte à un clergé qui est très puissant au royaume de Naples, et notamment il a commencé à essayer d'abolir la féodalité, il n'y parviendra pas, il voulait mettre le code civil, il n'y parviendra pas, c'est Murat qui va le faire. Donc Murat arrive et va appliquer tout simplement deux méthodes, très très simples. La première méthode, à la napoléone, à la révolutionnaire, on abolit la féodalité, on injecte le code civil dans la loi, on donne une priorité à l'instruction publique. Il faut savoir qu'il y a 50% d'illettrés sur le royaume de Naples, ce qui n'avait pas été fait sous Joseph. Murat va le faire. Alors très rapidement, en 1811, cette réforme de l'instruction publique est achevée, puisqu'il y a une école primaire dans chaque commune, il y a un collège et un lycée dans chaque province. Il augmente de 30% le salaire des profs, alors qu'il a des finances qui sont dans un état absolument pathétique. L'enseignement
supérieur explose à Naples et à Bari avec l'école polytechnique, la création d'un observatoire astronomique à Naples qui est exceptionnel. Il lance des grands travaux, assainissement des marais, réseau d'irrigation rénové, percement des grandes artères, réorganisation complète de l'armée avec la prise de Capri en 1808 qui est un succès militaire absolument formidable. Il relance également les arts et la culture puisque Pompéi, Herculanum, la création d'un musée universel, c'est lui qui fait venir Rossini au théâtre San Carlo. C'est grâce à Murat que Rossini est découvert. Ça, c'est la première méthode. C'est la méthode on modernise. Alors ça, il l'a fait. Joseph l'a pas complètement fini, mais même pas du tout, mais il pouvait pas parce qu'il était coincé par le clergé. Bon, Murat, lui, va se débarrasser du problème du clergé avec sa deuxième méthode. Sa deuxième méthode, elle est très simple et elle n'est appliquée par personne d'autre que par Murat, c'est la prépondérance nationale. Il va favoriser les Napolitains. C'est-à-dire que Murat a 9 ministres en 1809, il en aura 10 en 1811. En 1809, sur les 9 ministres, il y en a 7 qui sont napolitains. Il n'y en a que 2 qui sont français. En 1811, sur les 10 ministres, il y en a 9 qui sont napolitains, il n'y en a plus qu'un seul qui sera français, c'est le fameux Hagard. Son conseil, ses conseillers sont aux 2/3 napolitains en 1809, ils sont tous napolitains en 1811. C'est exactement l'inverse de Joseph, qui lui n'avait que des Français. Il va vendre les biens de les congrégations, il va les vendre, abolir évidemment les féodalités, redistribuer les terres aux paysans, développer de nouveaux secteurs économiques comme le tabac et le textile, et lutter contre le brigandage. Et alors ça, je vais vous avez une histoire qui m'est arrivée, qui va vous amuser. Je fais une brève courte. Dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans la lutte anticriminelle et dans la lutte contre les trafics d'êtres humains, et à cette occasion, j'ai rencontré un chercheur américain de l'UNICRI. L'UNICRI, c'est le United Nations for Crime Research Institute, qui était à Rome à l'époque. C'est le centre de recherche anticriminelle de l'ONU. Et quand cet Américain me rencontre, il me dit, Drinking Murat? Like the King of Naples? Je dis oui, absolument. Mais il me dit, vous vous rendez compte, c'est formidable, ce qu'avait fait Murat en Calabre. Il avait mis fin complètement au brigandage et à la mafia. Et il me dit, vous savez qu'on étudie, nous, depuis longtemps, les méthodes de Murat pour essayer de les appliquer ailleurs, parce que si les Anglais n'avaient pas gardé les Bourbons-Sicile dans l'île de Sicile, la mafia était éradiquée. Si Murat s'en occupait, c'était terminé. Parce que la mafia n'a survécu, la mafia du sud de l'Italie n'a survécu que sur l'île de Sicile, qui était protégée par les Anglais à l'époque, où ils protégeaient également les Bourbons. Et donc là, et ce professeur américain qui me dit, c'est incroyable, Murat, etc. Donc un travail ahurissant. Et pendant ce temps-là, que fait Napoléon? Napoléon n'arrête pas de dire à Murat, bon, il faut que tu arrêtes de favoriser les Napolitains, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il va falloir que tu m'envoies tout ton argent parce que il faut que je nourrisse mes armées et tu vas respecter le blocus continental. Alors là, Murat commence à vraiment pas du tout aimer ça. Il faut savoir qu'il y a un épisode qui est vraiment, alors là, est vital pour comprendre la relation entre Murat et Napoléon. C'est l'épisode du 20 décembre 1808. Donc là, Murat est à Naples, il vient d'arriver à Naples, il vient de sortir de la souricière espagnole, il est à Naples. Fouché et Talleyrand sont très inquiets de la situation en Espagne. Ils se disent, bon, que se passe-t-il si jamais Napoléon se fait tuer en Espagne? Parce que c'est tout à fait possible, vu le guépier que c'est, et Napoléon est en Espagne. Fouché et Talleyrand se haïssent. Fouché est ministre de l'Intérieur, Talleyrand est ministre des Affaires étrangères. Que font-ils à ce moment-là? Ils se réunissent et ils se décident sur qui peut succéder à Napoléon en cas de mort de Napoléon, et la conclusion est presque immédiate, c'est Murat. Ça n'est pas Joseph, ça n'est pas Jérôme, ça n'est pas Lucien est hors famille impériale de toute façon, c'est Murat. Alors il y a 3 raisons à ça. Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles Murat est le successeur naturel de l'empereur pour Fouché et Talleyrand? La première, c'est que de toute façon, c'est le plus célèbre membre de la famille impériale. C'est le plus populaire et le plus célèbre de tous les frères et sœurs. La deuxième, c'est que c'est le seul et général et membre de la famille impériale dont la totalité de l'armée le suivra. C'est le seul. Et la troisième, et c'est là où j'en reviens quand on va le parallèle avec Naples, c'est que c'est le seul aussi qui a cette vision que l'empire autoritaire qui est en train de se créer n'est pas forcément le bon choix. Qu'un empire trop autoritaire va aller au clash. Et qu'il faut favoriser une aspiration des populations à se gouverner elles-mêmes il est toujours pour l'empire français, mais sous une forme fédérative, avec évidemment la France qui domine, mais plutôt une fédération. Et c'est ce que Murat va essayer de pousser tout le temps. Et ça ne passera jamais avec l'empereur, qui ne veut pas en entendre parler. Et de 1810 à 1814, il y a véritablement un affrontement entre Napoléon et Murat sur ces 2 points, et Napoléon n'arrêtera jamais d'accabler Murat de vexations multiples et variées, alors qu'entre-temps, on a la campagne de Russie, où Murat est parfaitement exceptionnel. Oui, je vous en prie. Alors, je voudrais juste reprendre sur cette partie-là, si vous voulez bien, Prince Murat. Vous venez de nous expliquer que c'est un bon roi, qui a le souci de développer le bien-être de ses administrés, qui lutte contre la criminalité en Calabre avec des résultats certains. Il y a des tensions très fortes, vous expliquez, entre Napoléon et lui, parce que lui, il se comporte comme le
le roi des Napolitains, alors que l'empereur considère que Naples fait partie tout simplement de son empire. Vous venez de le préciser, il y a la campagne de Russie en 1812, où là, une fois de plus, Murat commande la cavalerie de l'empereur, se couvre de gloire, il se couvre de voir notamment à la Moskova, il a encore cette charge décisive contre les Russes qui permet d'emporter la grande redoute et ouvre ainsi la route de Moscou. Et puis la retraite de Russie, quand Napoléon quitte la Russie pour rejoindre Paris, il confie le commandement de son armée à Murat. Et puis il y aura les combats de Prusse, à Bautzen, etc., où là encore Murat va se couvrir de gloire. Et je résume un peu cette partie où on voit que Murat est vraiment un très grand chef de guerre, et même s'il y a ces désaccords avec l'empereur fait toujours appel à lui. Absolument. Avec efficacité. Et ça m'amène, c'est pour ça qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Oui, c'est pour ça que pour traiter de la fin très émouvante de Murat, mais aussi pour répondre à cette question à laquelle vous tenez absolument répondre à un juste titre, qui est l'attitude de Murat en 1814. Quand Murat quitte l'armée, on est en 1814, et là, il signe un traité avec l'Autriche, avec l'Angleterre. Il prend même les armes. Il veut réaliser l'unité italienne. Oui, il y a une échauffourée sous son égide. Il ne pas contre les armées françaises, contre celles de Beauharnais. Une échauffourée contre celles de Eugène Beauharnais. D'ailleurs, il met fin à ce combat très rapidement. On appelle ça, les détracteurs de Murat appellent ça la trahison de Murat. Cette alliance avec l'Autriche contre la France. Quel est votre point de vue ? Je vais vous le donner tout de suite. C'est cette histoire, donc alors sur la, donc on s'en est parlé. Donc tout commence en 1808. Donc à nouveau, là, je vous dis, Napoléon apprend que Murat pourrait lui succéder. C'est absolument pas possible. Donc il se rend compte que son successeur, c'est Murat. Donc ça l'énerve énormément. À partir de là, on va sur vexation sur vexation. Alors Murat fait la campagne de Russie de façon absolument brillante, et Napoléon abandonne l'armée au milieu de la retraite et dit à Murat, tiens, hop, voilà les clés du camion, tu te débrouilles. Avec une armée russe une armée française, pardon, qui est en totale déliquescence. Qu'est-ce que fait Murat ? Il reprend toute cette armée, il leur refait passer le Yémen, il les amène en sécurité en Pologne, il les sauve, et là il dit à Eugène, allez-y mon vieux, ramenez l'armée dans le territoire national, moi il faut que je parte immédiatement à Naples, puisque ça commence à gronder, cette histoire de chute lamentable, d'échec lamentable sur la campagne de Russie, a des conséquences pour le roi de Naples, comme il en a évidemment pour l'empereur. Donc lui repart immédiatement à Naples. Et on a beaucoup reproché à Murat, alors que Murat a littéralement sauvé ce qui restait à sauver de la retraite de Russie. Ça, c'est une certitude, tous les historiens vous le diront, notamment Jean Tullard. Que se passe-t-il? Donc, alors 1808, 1812. Ensuite, Murat n'arrête pas d'essayer d'expliquer à l'empereur que le projet, c'est vraiment de créer une Italie unifiée jusqu'à la frontière du Pô, c'était la frontière avec l'Italie d'Eugène de Beauharnais, donc le royaume d'Italie d'Eugène de Beauharnais, et d'en faire donc deux Italies, une Italie du sud, qui va jusqu'à la frontière du Pô, qui est à 150 km au nord de Florence, et celle de Beauharnais. Donc et Napoléon refuse, continue. Entre-temps, arrive la campagne de Saxe. Alors, il faut savoir que Murat écrit pas moins de 12 courriers, entre mars et août 1813, 12 courriés sur ce thème, avec aucune réponse. Jamais aucune réponse. Il écrit à l'empereur. Il a une deux choses, une Italie unifiée jusqu'au Pô, et un respect de l'aspiration des peuples, de l'éveil des nationalités, pour une approche plus fédéraliste de l'Empire, parce qu'il est l'Empire autoritaire va dans le mur. Et c'est l'intuition de Murat, ce qui est une intuition qui n'est pas du tout partagée par l'empereur. Arrive la campagne de Saxe, on arrive en juin-août 1813, où il y a des négociations d'armistice avec Metternich, où là Metternich justement propose une paix honorable, en disant écoutez, le Grand-Duché de Varsovie, c'est fini, on prend 2-3 redoutes espagnoles, vous restez là-dessus, et tout va bien, on s'arrête là. Napoléon, fou furieux, refuse catégoriquement cette paix, alors que Caulaincourt, Belliard, Murat et plusieurs autres généraux mais si, il faut accepter, c'est une paix honorable et on va enfin arrêter cette guerre sans fin, etc., etc. Non, il veut pas. Pam, on avance avec la campagne de Saxe. Donc d'abord Dresde, où c'est un succès absolu, et ensuite Leipzig, où là c'est charge sur charge, que Murat commande 30 000 fantassins et près de 20 000 cavaliers. C'est héroïque, mais malheureusement ça ne sert à rien puisque c'est perdu.
Murat repart dans son royaume de Naples. Là, Napoléon commence à se dire, je suis vraiment en train de le perdre, et il envoie en novembre 1813 Fouché à Naples pour essayer de convaincre Murat de rester avec le Grand Empire. En fait, Fouché fait exactement l'inverse. Fouché va dire à Murat, c'est toi qui as raison. L'avenir, c'est l'Europe des nationalités. L'avenir, c'est l'unité italienne. C'est entièrement toi qui as raison. À l'époque, il faut savoir que Caroline défend Bonaparte. On dit que c'est Murat qui a été inspiré par sa femme et par Metternich. C'est complètement faux. Il y a un parti français qui est le parti de l'empereur à Naples qui est défendu par Caroline, et un parti italien qui est celui de Murat, auquel va se rallier Caroline à la fin. Donc ça a été totalement mélangé cette histoire. Donc en 17 janvier 1814, là de tout ça, il finit par dire voilà, moi je signe avec les Autrichiens. On joue la carte du fait accompli et on crée cette Italie unifiée. Ce qu'il va faire, c'est un succès total. Il va tenter de faire, mais non, quand il même, va faire. Il faut savoir. Attends, Thierry Delcourt, il le fait. Mais il prend les armes comme contre la France. Oui, mais il y a une échauffourée justement. Il s'arrête sur les rives du Pô. Il y a une échauffourée avec le prince Eugène, et là il dit stop. Halte, ça je ne peux pas. Et là on est en janvier, février, mars 1800. On est un petit peu avant l'abdication de l'empereur. On est juste avant l'abdication de l'empereur. Et là il écrit une lettre bouleversante à l'empereur en disant écoutez, sire, moi là je ne peux plus. Entendez raison, s'il vous plaît, pour ce projet d'Italie unifiée à deux, un royaume d'Italie. Et là, l'empereur accepte. C'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, l'empereur accepte, mais c'est trop tard, l'empereur finira par abdiquer. Et là, ça devient absolument tragique. Parce qu'il faut savoir que, donc, le 3 mai 1814, enfin, l'empereur abdique en avril, le 6 avril, si ma mémoire est bonne, et il est envoyé à Elbe le 3 mai. Le 3 mai 1814, Murat est roi de Naples, toujours roi de Naples vis-à-vis du congrès de Vienne. Il est toujours roi de Naples. Donc Murat a tout gagné. Il reste roi de Naples et en plus d'une Italie unifiée. Donc bon, jusqu'aux rives du Pô, si vous voulez. Mais en gros, à la condition qu'ils prennent pas la Sicile. Et ni les États du pape. En gros, c'est ça. Et donc, les Autrichiens acceptent Ah oui, c'est eux qui acceptent. C'est eux qui. C'est les Autrichiens et les Russes qui commandent l'Italie jusqu'aux rives du Pô. En tous les cas, ils sont pour le fait que. Alors non, vous avez parfaitement raison. Pas jusqu'aux rives du Pô. Il y est arrivé, mais les Autrichiens étaient d'accord au départ. Et là, le congrès de Vienne dit ok, très bien. Ce sera le royaume de Naples. On verra pour le reste plus tard. Mais il a son royaume de Naples. Donc il revient sur les frontières du royaume de Naples. Sur le traité de Vienne. En tous les cas, il a son royaume de Naples pendant le congrès de Vienne. Donc c'est comme le roi là, avec Bernadotte. Il est le seul napoléonide à être parfaitement validé par les. Alors à part Talleyrand et les Français qui essayent absolument de le déboîter, mais bon, ça Talleyrand, c'est pour une question d'argent. Et là, on apprend, et c'est grâce aux travaux de Pierre Brandat, de la Fondation Napoléon, qui a découvert ça dans les archives de Murat, d'ailleurs, les archives Murat, que Murat entretient une correspondance très étroite avec l'empereur sur l'île d'Elbe, via sa sœur, la sœur Pauline. Pauline Bonaparte. Oui, la belle Pauline. Pour préparer le débarquement de l'empereur, figurez-vous. Donc, Murat, qui lui a absolument tout à perdre, hein. Il a son royaume, il est là, il est tranquille. Si vous voulez, s'il n'avait pas été finalement fidèle à l'empereur à la fin, aujourd'hui, vous serez peut-être pas en train de vous adresser à un prince héritier, sympathique et fougueux quand il parle de son ancêtre, mais vraiment au futur roi de Naples. Donc comme les Bernadotte, les héritiers sont là. Donc la Murat participe à la, et là on le sait maintenant grâce aux dernières découvertes historiques, au débarquement, enfin participe à favoriser le débarquement de Napoléon le 1er mars 1815. Et Murat, fougueux, attaque immédiatement les Autrichiens. On dit qu'il a attaqué beaucoup trop tôt, sans attendre l'ordre de l'empereur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fait sa déclaration de Rimini du 30 mars 1815, qui, je vous le rappelle, est un truc appris dans toutes les écoles italiennes comme étant la base de l'unité italienne telle qu'elle existe aujourd'hui. Et en fait, il se dit, je vais taper sur les Autrichiens tout de suite pour aider au débarquement. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que Napoléon avait un plan génial. Le plan génial de l'empereur, c'était de faire croire que comme il était le beau-frère, qu'il était le gendre, de l'empereur d'Autriche, les Autrichiens allaient le soutenir. Bon, personne n'aurait jamais cru à cette théorie, mais c'était le projet de l'empereur. Il ne l'a pas partagé avec Murat. Donc Murat attaque les Autrichiens, donc forcément Napoléon, mais c'est pas possible. Il a foutu en l'air mon stratagème brillantissime visant à faire croire que je serais soutenu par les Autrichiens, ce que personne n'aurait jamais cru, tout à fait honnêtement. Hein. Donc reprocher ça à Murat, c'est ahurissant. Et donc il empêche Murat, il dit à Murat, il envoie Caulaincourt pour dire à Murat, tu restes dans le sud, je ne veux pas de toi. Donc il ne fera pas la campagne de France, il ne fera pas Waterloo. Waterloo, 18 juin 1815, Murat fuit en Corse, où protégé par un millier de Corse, il aurait pu rester en Corse. Il aurait pu rester en Corse, créer un petit royaume de Corse, négocier avec le Grand Royaume. Il a décidé que non. Là, il dit, roi de Naples, je suis roi de Naples, je repars au Pizzo. Le 8 octobre, il débarque à Pizzo. Là, il est capturé par la gendarmerie des Bourbons et il est littéralement assassiné par les Bourbons le 13 octobre 1815. Et alors là, il faut que je vous lise une chose. Vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est la plaque commémorative qu'il y a sur le château du Pizzo. Quand vous entrez au château du Pizzo, vous voyez un petit peu le sentiment qu'a la population du Pizzo. C'est à la mémoire bénite du roi Joachim, prince glorieux de la vie, impavide devant la mort, c'est-à-dire ne craignant pas la mort, qui a été fusillé en cette journée atroce et très triste où la férocité d'un gouvernement insano, fou, c'est-à-dire il parle des Bourbons, où la férocité d'un gouvernement fou
a mis fin au règne de ce prince de la vie. Donc c'est vous dire la mémoire qu'on a aujourd'hui de Murat en Italie est absolument positive, et je tiens d'ailleurs à rappeler que en 2015, il y a eu de très très beaux bicentenaires à Naples et à Pizzo, et notamment j'aimerais saluer ici l'extraordinaire général de division Jean-Fred Berger, qui était commandant des opérations du commandement de Naples de l'OTAN à Naples. Alors il faut savoir qu'il avait un petit peu autre chose à faire, parce que le commandement du sud de l'OTAN, c'est commandement sud de l'OTAN, c'est quand même celui qui s'occupe de toute l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. Donc ils sont un petit peu occupés. Et ben pour les commémorations du bicentenaire, il a fait faire des colloques, des rencontres, etc., en association avec la Fondation Napoléon, avec le Consul général de France. Il y a eu une très belle exposition. Enfin, il s'est passé des choses superbes, en grande partie grâce au général Jean-Fred Berger, que je salue ici. Et la France, elle, en revanche, n'a pas du tout fait écho à tout ça. Donc, alors, pour ce qui est de la mémoire aujourd'hui de Murat, donc il y avait un parti muratiste. Il faut savoir que le 5e prince Murat était chef du parti bonapartiste. Il y a aujourd'hui un parti bonapartiste en France qui est magistralement dirigé par David Saforcada, qui est France bonapartiste, que je salue ici, et dont je salue l'action, parce qu'avec beaucoup de courage, il porte les idées de rassemblement impérial et tout à fait rénové. Donc voilà. Donc vous me faites signe, il faut qu'on s'arrête. Non, Prince Murat, il y a encore 2 minutes à passer ensemble. Il est sûr que Murat a manqué à l'empereur à Waterloo. Oui, ses charges de cavalerie auraient certainement tourné d'une autre manière que celle dont cela s'est passé. Je voulais vous poser cette question. Est-ce que, pour vous, Murat, votre aïeul, est-ce que c'est vraiment une icône du passé, c'est un beau portrait, ou au contraire, c'est vraiment un modèle vivant? Non, c'est un modèle vivant qui vous inspire. Il vous reste une minute. C'est un modèle vivant pour moi. Sinon, j'aurais pas été faire les parachutistes. J'aurais pas. Moi, je ne m'inscris que dans des sociétés françaises. Je ne travaille qu'à l'international, que pour la France, ce que je fais bien sûr. Alors, puisqu'il nous reste qu'une minute, et que là, moi, ce qui me compte vraiment pour moi, c'est Murat. Laissez-moi vous citer 2 citations de Tullard. La première, et ça conclut très bien ce qu'on vient de se dire sur le. Ainsi, c'est Murat qui le premier a dans la tête une Europe des nations, qui eût été plus solide que le Grand Empire et eût évité les révolutions de 1830 et 1848, vous vous rendez compte quand même, hein. Entre 2 oncles, Napoléon Ier et Murat, c'est du second que Napoléon III est le véritable héritier. Et enfin, qu'est-ce que conclut Tullard? Si Murat avait réussi en 1814 et 1815, la face de l'Europe aurait été changée. C'est la voie que prêchait Murat à Naples en défendant la conception d'un grand empire fondé sur des liens fédératifs et non sur l'autorité d'un homme. Calomnié par Napoléon, fusillé sur l'ordre d'un tyran déconsidéré, Murat meurt, osons le dire, en martyr de l'Europe. Eh bien, merci infiniment Joachim Murat. Merci Prince Murat de nous avoir fait revivre de manière si vivante le portrait de votre aïeul. Prochaine diffusion de ce libre journal, mardi 25 dans la nuit de 2h à 5h, puis dans la matinée de 7h30 à 10h30. Et retrouvez prochainement cette émission sur notre site internet courtoisie@radiocourtoisie.fr. Seconde partie de cette émission dans quelques instants. Restez bien à notre écoute. Voici un message de Christian Millot, journaliste, écrivain, fondateur du guide Go et Millot. Radio Courtoisie, c'est une voix, un visage, une conscience et pour moi, une très vieille amitié. Dans ce portrait, vous avez reconnu bien sûr Jean Ferré, qui le premier a allumé la flamme. Radio Courtoisie n'est ni un parti, ni un clan, encore moins une secte, mais une famille. Une famille ouverte, où il est permis autour de la table de parler sans qu'on vous coupe la parole, de discuter sans se fâcher et de respecter celui ou celle dont on ne partage pas nécessairement l'avis ou les opinions. Bref, une vraie famille, avec ses sages et ses turbulents. On y pousse même l'intérêt que l'on porte à ses invités, jusqu'à lire leurs livres de la première à la dernière ligne, alors que si souvent, on se contente, ailleurs, d'une fiche gribouillée à la hâte par quelques collaborateurs indifférents. Radio Courtoisie est l'un des derniers salons où il est encore permis de causer. Je dirais même qu'à mes yeux, dans tous les domaines de la pensée, la littérature et des arts, elle est la première radio culturelle de France. Ça mérite que nous tous l'aidions à diffuser le plus loin et le plus largement possible sa libre parole.
C'était un message de Christian Millot, journaliste, écrivain, fondateur du guide Go et Millot. Soutenez Radio Courtoisie, adhérez à notre association. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou rendez-vous sur radiocourtoisie.net. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, en DAB+, et sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord, par satellite sur Canalsat et TNT-Sat, et pour le monde entier, par Internet sur radiocourtoisie.fr. Votre antenne, c'est Radio Courtoisie. Tout à l'heure à 21h30, rediffusion du Libre Journal d'hier soir, d'hier midi, quand les abeilles travaillent pour notre santé. Et tout de suite, voici en direct la seconde partie du Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigée par Thierry Delcourt. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.